Ah, ça c'est dur. Ça va même pas être pour commencer à tuer. Putain, je tire. Je dois pouvoir le prendre. Waouh, c'est vrai que ça me fait descendre de. C'est pas des pleurs, de seulement. Je retiens. J'avais pas fini en vrai. Le lion a fait son premier marathon. Le lion est content. Bravo les marathoniens! C'est l'histoire d'un jour où rien ne s'est passé comme prévu. Ça devait être une fête, le résultat de 4 mois de travail. J'étais prêt pour tout, sauf pour ça. Pourquoi je cours, moi déjà ? À la base, le running, je déteste ça. Courir après rien du tout, jusqu'à ne plus pouvoir respirer ou marcher, faut avouer que sur le papier, c'est pas le sport qui attire le plus. Une fois tous les ans, je revérifie que c'est toujours le cas. Je reconfirme ça rapidement avec mes temps et ma respiration de gros porc. Ah, j'ai dégusté. J'ai vraiment dégusté fort. Donc je retourne à la salle, faire genre que soulever des poids c'est dur. De toute façon, mon sport de haut niveau, je l'ai déjà moi. C'est ma boîte, Kudak, qui me prend déjà bien assez de temps comme ça. Le sport, j'en fais pour l'équilibre et la clarté d'esprit, pas pour avoir l'impression que mes poumons explosent. Donc les coureurs, même si j'en ai dans les potes proches, je les regarde de loin. Mais le running, c'est la maladie la plus contagieuse du monde. Elle a un mode de propagation qui lui est très propre, le défi sorti de nulle part. La période d'incubation, elle dépend souvent du nombre de runners dans ton entourage, et ça peut prendre jusqu'à plusieurs années. Et quand ça arrive, ça frappe très fort. Tu commences par passer ton temps à juger les runners, et puis un beau jour, sorti de nulle part un « Hey gros, viens on court un 10 km » te semble plus si absurde. Tu te dis que c'est pas tant que ça, que tu vas le faire, mais juste cette fois. Et en un clin d'œil, tu passes d'un dimanche matin à payer ta gueule de bois à être à 8h du mat au milieu du bois de Boulogne avec ton dossard, tes épingles à nourrice et des pompes achetées chez Decathlon la veille. C'est ce qui m'est arrivé. Le 16 avril, sans trop savoir comment, je prends le départ d'un 10 km sans aucune ambition. Et je vis pour la première fois cette sensation incroyable au passage de la ligne d'arrivée après 55 minutes et 35 secondes de souffrance. C'est le truc le plus dur et gratifiant que j'ai fait depuis longtemps. Et ça me parle. En fait, les meilleurs souvenirs de mes 26 ans de vie, c'est toujours quand j'ai obtenu la récompense à un travail dur. Quand j'intègre HEC après 2 ans de prépa, quand Kudak dépasse le 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires, ce sont des moments que j'aurais pas vécu aussi fort si j'avais pas dû travailler pour. Ce qui les a rendus si mémorables, c'est que j'ai dû me faire violence pendant longtemps pour les accomplir. À ce moment-là, je comprends enfin pourquoi les gens courent. C'est un sport de guerre contre soi-même. Y a pas d'adversaire. Personne te force à le faire, tu peux t'arrêter quand tu veux, mais à chaque pas supplémentaire que tu t'auto-infliges, t'expliques à ta tête et à ton corps que c'est toi qui commandes. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot entreprendre. Se saisir de. Et ce sentiment de prise de contrôle sur soi-même, c'est une drogue. Donc mon aventure running ne s'arrête pas là. Je vous le disais, quand ça t'attrape, c'est pas à moitié. J'enchaîne les petites courses, accompagné de mon groupe de potes. Je me teste sur un premier semi avec une prépa. Ça se passe bien. Je retourne battre mon record personnel sur 10K, qui finit en un joli 42 minutes 24, soit 12 minutes de moins que le temps de ma première course. Ça se passe tellement bien que je commence à rêver d'accomplir un rêve qui grossit à mesure que les kilomètres s'empilent. Courir un marathon. 42,195 km à parcourir. L'épreuve mentale associée, la prépa de 18 semaines et la satisfaction éternelle d'avoir fait quelque chose de mondialement reconnu comme difficile, ça me plaît et ça me terrifie en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas comme un 10K ou un semi. Le corps, il est pas fait pour courir 42 km. D'ailleurs, le premier qui a essayé de le faire, il est mort. Tu peux pas freestyle un marathon. Et puis de toute façon, j'aime pas faire les choses comme ça. Je veux faire ça bien. Et c'est surtout le fait de ne pas avoir été tout seul à me chauffer qui m'a fait acheter ce dossard pour le marathon de Paris. Jordan, c'est l'un des mecs qui m'a donné envie de courir. Il part d'encore plus loin que moi. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Jordan, lead performance manager chez Kudak, runner, éventuellement futur marathonien, je l'espère bien. Déjà, il faut savoir que moi, je déteste le running. Enfin, c'est l'un des sports que je dis, jamais je cours, comme plein de gens, je pense. Et du coup, tu avais mis dans le canal, il y a une course sur le PSG, donc la We Run PSG. Je peux pas avoir une course pour le PSG et je peux pas y aller. Je ne peux pas ne pas y aller. Du coup, je me suis inscrit. Et je me suis dit, putain, mais quand même 10 km, c'est quand même. C'est pas rien quand même 10 km. Du coup, je n'ai pas réfléchi, je me suis inscrit. On a fait la course ensemble, on a réalisé un bon temps, ça a donné de la confiance. Chouf tout semi. Alors, c'est une série que j'ai créée sur Instagram et TikTok. Du coup, on kiffe la chouffe. Et c'est-à-dire que moi, je suis un gros chauffeur. Et je disais très souvent. Et donc, l'idée de ça, c'était de dire, ok, je pars de. Je sais pas courir, j'ai pas de cardio, je fume. Je deviens un athlète. Du coup, chouffe tout semi. Donc, je pars de la chouffe
de tir du fou jusqu'à courir un semi-marathon. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a couru le semi-marathon de Boulogne ensemble. On a fait de bonnes performances et ça a donné nom à la série. On s'engage donc la fleur au fusil dans cette prépa. Clairement, on n'avait pas compris dans quoi on mettait les pieds. L'objectif d'une prépa marathon, c'est de préparer votre corps à courir vite et longtemps. Pour ça, il faut borner. Ça dure 18 semaines. Et je suis d'abord parti sur un rythme de 4 séances par semaine. C'est le premier jour de la deuxième partie de cette préparation. Donc le 10K, c'était hier. Démarre les 11 semaines de vraie préparation marathon. Je viens de terminer la première séance. Je voulais enregistrer ce moment. Nous sommes le 22 janvier. J'ai jusqu'au 7 avril. J'ai tendance à être nul sur les débuts et les fins de préparation. Donc là, c'est un redébut. Je vais me donner à balle. Je vais faire très très attention à rassembler tout mon esprit et toute ma volonté pour être très bon sur ce démarrage, où d'habitude je suis un peu inférieur. J'ai tendance à lâcher un petit peu et à laisser le train dérailler quand j'ai des événements un peu spécifiques, enfin un peu qui sortent de l'ordinaire, disons. Donc là, comme par hasard, cette semaine, on commence très très dur la semaine en termes de routine niquée, puisque je pars mercredi en Lituanie, on va voir NordVPN, pour faire un documentaire. Donc là, laisse tomber, aller courir par... Il fait moins 10 là-bas. Il m'a dit, prends un manteau, c'est comme au ski. Et ensuite, on va où? On va à Séville. Bon, là, Séville, ce qui est cool, c'est qu'on va pour courir un semi-marathon. Alors ça, c'était mon rêve depuis le démarrage, c'est voyager pour aller faire des courses. Je suis trop content parce qu'on y va avec les potes en plus. Maintenant, il va falloir être un petit peu plus perfectionniste. J'ai envie de pas rater une seule séance. De m'astreindre d'aller faire vraiment jusqu'au bout, quitte à peut-être en rajouter. Mais là, tu vois Théo là qui regarde cet enregistrement. 12 semaines après, tu regarderas peut-être après ton marathon. Est-ce que tu l'as vraiment fait? Je ne sais pas. J'ai un petit peu des doutes, mais déjà, réussir à tout respecter parfaitement, ça serait une énorme victoire. L'allure est formelle, enfin le temps est formel, c'est 3h25, selon le programme, par rapport à mon temps du 10K, qui a été logué juste là, c'est le dernier dossard, je note le temps à chaque fois. Le premier élément qu'il faut apprendre, c'est l'organisation et la discipline, pour faire de la place à ce volume sans mettre sa vie en pause. Je vous ai dit au début que j'avais pas le temps de faire un sport en plus, entre-temps ça va pas changer. Donc il a fallu que je m'organise autour de mes contraintes de CEO. J'ai un emploi du temps très irrégulier, avec des voyages, des petits-déj, des dîners, donc je peux pas m'entraîner aux mêmes heures chaque semaine. Donc tous les dimanches, je prends du temps pour placer mes séances de running dans la semaine pour rien laisser au hasard. J'ai 2 séances que je suis sûr de pouvoir faire rentrer le week-end, et entre 2 et 3 à répartir dans mes trous en semaine. Les autres jours, j'en profite pour garder mes habitudes de salle de sport entre 3 et 4 fois par semaine. Et avec ce rythme-là, parfois, tout part en couille. On est de retour de Vilnius. Nous sommes le vendredi 26. Et je suis très énervé contre moi-même. Pourquoi? Parce que je me suis pas entraîné, j'ai trahi ma parole. J'ai fait ni course ni salle, 2 jours sans rien. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que certes, il y a eu des circonstances atténuantes, on n'est pas là pour trouver des excuses, mais j'avais le temps. Ensuite, il faut apprendre à se faire mal. Tu découvres la palette de douleurs que t'offre une prépa marathon. Les fractionnés au seuil qui te font voir les étoiles, les sorties longues avec les allures marathon où tu te demandes comment tu vas tenir ça sur 42 km sans finir avec le SAMU, ou encore la non moins difficile endurance fondamentale avec BPM anormalement élevé qui te fait te demander si tu progresses vraiment. Alors, on va jouer un jeu de 0 à 10. Vous devez évaluer la difficulté de la séance que je viens de faire en regardant juste ma gueule. Je pense que c'était un 9 sur 10. Là, j'ai dégusté. J'ai vraiment dégusté fort. Moi, je paye les 2 heures de sommeil à Vilnius. Le pire, c'est que demain, on fait 21 km. Donc, comment vous dire que on va s'étirer? Petite leçon. J'ai eu une énorme baisse de motivation à Vilnius. Je m'en suis beaucoup voulu. Ce qui m'a sauvé, c'est l'ego. Pour tenir tout ça sur le long terme, j'essaie de rythmer cette prépa avec des moments cool entre potes runners. Regardez ça. Là, ça se voit pas, mais ils sont en 4,30. On arrive. Vite, bâtard. Bâtard de kiff. T'as couru en combien à la fin, culé? C'est bon à la fin. En fait, la principale difficulté, c'est pas que les séances font mal, c'est qu'il faut en faire beaucoup et pendant longtemps. Et donc, faire avec les aléas de motivation. Alors je suis dans un état mental assez unique. C'est-à-dire que je suis très bien, j'ai bien dormi, je suis bien reposé, mais juste,
j'ai pas envie d'y aller. Alors c'est la première fois que ça me fait vraiment un truc comme ça. J'ai pas peur de la séance, juste fait, ça m'ennuie profondément. C'est dans ces moments que j'ai le plus renforcé ma confiance en moi. J'aime beaucoup la façon dont Naval Ravikant l'a défini. C'est la réputation que tu as envers toi-même. Est-ce que quand il y a marqué courir dans ton agenda, tu vas courir? Et le fait de se faire violence dans ces moments où le cerveau a pas du tout envie, c'est à ce moment que tu prends contrôle de toi-même. Tu construis des preuves que peu importe le temps ou l'humeur du jour, tu suivras le plan. Tu deviens un mec fiable et il y a très peu de chances que ça ne déteigne pas sur les autres domaines de ta vie. Mais quand tu sors et qu'il pleut et qu'il fait froid comme ça, moi ça me motive d'autant plus. Parce que je sais, c'est 90% des gens qui ont vu la météo qu'on fait. Oh, je vais courir demain. Une bonne chose de faite, demain sortie longue, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on sera là. Toujours sur l'objectif 3:30. Allez. L'autre point un peu plus vicieux d'une prépa marathon, c'est qu'elle dure tellement longtemps que tu es sûr à 90% que tu vas devoir gérer au moins un début de blessure. C'est ce qui arrive quand on essaie de flirter avec ses limites. J'ai un souci, les amis. Je sens que le périoste, ça peut dégénérer. Et je sais que là, je suis au tout début. Au moment très important où t'as un petit peu mal et tu commences à te mentir un peu. Tu dis non, tranquille. Je pense que c'est lié au fait que j'ai augmenté un peu l'intensité. On va y aller mollo. J'espère que ça va tenir parce que sinon c'est le truc qui peut aller. Qu'en s'empirant, il reste quand même là, 7 semaines de préparation. J'ai fait ça. Tu voyais ma jambe là. On voit pas du tout. Voilà, donc j'ai un genre de strap comme ça. Qui m'a été recommandé par le seul l'unique Malcolm. Hein. Et c'est pour protéger le périoste. Parce que je vais pas faire l'idiot cette fois. Je vais pas prendre à la légère l'alerte. Et donc ça m'a pas mal soulagé, j'ai pas eu de douleur cette fois. L'intérêt c'est que ça compresse en fait le mollet sur l'intersection du tibia et du muscle. La périostite s'empire et ça commence à me faire très très peur. Hier j'ai eu super mal. Donc ça me fait très peur. Mon plan d'action il est simple, aller voir un kiné. Et si ça s'améliore pas, c'est sûr par contre que je vais devoir arrêter. C'est sûr et certain. Le problème ne s'est pas arrangé. Il s'est temporisé parce que j'ai fait faire un strap par Malcolm. Il m'a fait un strap un peu différent de celui que je m'étais fait. Un truc plus rigide mais qui prend pas tout le tibia. Je pense que ça a fait du bien. Le strap et le repos. Donc aujourd'hui j'ai tenu. Mais là c'est que ça fait mal au début. Plus mal à partir de la moitié de la séance. Et très très mal à la fin. Là ça commence à me lancer. Donc je vais continuer à faire attention. C'est dans ces moments les plus durs que t'apprécies le fait de pas être tout seul. En tant que bon gros introverti, je pensais que je voudrais vivre ça dans mon coin. Mais toutes les séances dont je me souviens le plus distinctement dans cette prépa, c'est celle que j'ai faite avec Jordan. C'est à la fois mon pote et mon némésis. Celui qui me donne le petit boost d'énergie dont t'as besoin pour aller te faire violence dans un jour sans. Pourquoi je peux pas finir devant lui au marathon normalement, bien sûr. Parce qu'il y a un facteur physiologique qui fait qu'on a commencé en même temps. Donc, toute chose égale par ailleurs, physiologiquement, j'ai 50 de plus, donc il récupère plus, ses articulations sont meilleures, il prend du collagène, il a l'alimentation adéquate. Donc, effectivement, si je le bats, c'est-à-dire que vraiment, c'est un cut. Ce que j'apprécie dans la course, c'est que ça désactive ton cerveau. Comme tous les trucs taxants physiquement. Une course intense, ça demande tellement d'énergie que tu peux pas courir et penser en même temps. Quand tu fais une séance dure avec quelqu'un, il y a plus de masque. T'as plus d'énergie pour penser et donc tenir ta personnalité sociale. T'es à poil dans ta souffrance. Et c'est partager ces moments durs avec des gens qui renforcent la camaraderie. Ça me fait beaucoup penser à ma prépa HEC. Se faire fouetter pendant 2 ans avec les mêmes personnes, ça crée des liens qui meurent jamais. Même si tu perds le contact avec les gens et que tu les recroises des années plus tard, vous partagez toujours ce bagage commun que tu crées pas avec tes potes de soirée. Le moment le plus dur d'une prépa, c'est pas la fin mais le milieu. Je suis passé à 5 séances par semaine et ça commence à me peser. Nécessaire. Je vais rester assis là un peu. C'était officiellement la séance la plus dure de ma vie. La dernière fois que je m'étais fait aussi, c'était dans la prépa d'ICA. Là c'est bizarre parce que ça peut arriver à tout moment et c'est pas juste dépendant de ce qui est au programme du jour. Mais là ce qui m'a fait souffrir c'est la forme. J'étais pas bien. Je l'ai senti dès le début. Je suis parti avec le casque. Et il m'arrive un truc qui m'est arrivé quelques fois quand je suis pas bien, c'est que le podcast me déconcentrait. Ça me prenait de l'énergie. J'étais tellement pas bien que je cherchais des raisons au fait d'être pas bien. Enfin, le cerveau le fait. Je sais que c'est bullshit, mais il disait putain, c'est la musique qui me déconcentre. Je peux pas écouter Chris Williamson. J'ai un peu glissé. Pas dans le sens où je me réveille un peu plus tard. Je prévois pas mes journées la veille. J'ai pas fait mes courses de viande cette semaine, donc j'ai bouffé un peu Uber Eats. Un peu beaucoup Uber Eats, 4 fois. À moi de voir comment je vais réagir demain, mais déjà je suis content d'avoir terminé le run. Je voulais m'arrêter et rentrer en Uber, enfin ça me passait par la tête. Vous savez quand le mental il craque.
Je suis toujours ramené dans le droit chemin par mon groupe de potes. Ça permet de profiter de leur motivation quand t'es dans un coup de mou, et inversement. Le running, ça t'apprend à célébrer les victoires des autres, chose que j'ai pas beaucoup eu l'occasion de faire dans le passé. Les premières années d'entrepreneuriat sont très égoïstes. Il faut s'isoler et bosser beaucoup, malgré les réticences du monde extérieur. En fait, moi, de base, les autres, j'ai plutôt envie de les battre que célébrer avec eux. Dans les dernières semaines de prépa, j'ai cette première expérience de voir quelqu'un accomplir un objectif de longue date lorsque j'accompagne Guillaume sur les 20 derniers kilomètres de l'Eco-Trail, une course infernale de 80 km. Il est présent. Ça va pas. C'est Nicolas Bide. Putain, t'es chaud, tu m'as trouvé. J'ai un peu galéré, je te raconte. Ah, écoute, ça va. Il reste un semi. Ouais. C'est bientôt Et- fini. Là. J'ai les jambes, c'est juste le ventre. Ah, c'est pas. Guillaume, c'est le padré du running chez Kudak, le patient zéro. Il a déjà couru le marathon de Paris en 2023 et aujourd'hui il est parti dans le monde de Barjo des ultra trails. C'est un moment assez émouvant de le voir boucler 9h15 de course en grimpant les marches de la Tour Eiffel. C'est bientôt fini. Courage, les gars. Bon, mon gars, profite. Retenez bien le nom de Guillaume ou bien sa foulée, vous la retrouverez plus tard dans la vidéo. Je commence à comprendre ce que veut dire un marathon pour moi. C'est l'achèvement d'un cycle de croissance. En fait, vous voyez, le marathon de Paris, il intervient 1 an jour pour jour après les 3 ans de Kudak. Sur le papier, c'était un moment de célébration. Mais personnellement, je l'ai vécu comme une prise de conscience brutale que j'étais plus la personne que j'avais envie d'être. En fait, ma boîte, elle grossissait plus tant que ça. Je m'étais trompé sur pas mal de décisions stratégiques. C'était une phase étrangement corrélée avec un abandon du sport intense que j'avais pourtant pratiqué toute ma vie. J'ai envie de redevenir le leader dont ma boîte a besoin, celui qui fait des trucs durs pour montrer aux autres que c'est possible. Le marathon, je le vois comme un symbole, celui qui va me permettre de dire que je n'impose jamais aux autres des choses plus dures que celles que je m'impose à moi-même. Je veux le conquérir pour donner envie à tout le monde autour de moi d'attendre plus d'eux-mêmes. Exactement ce qu'ont fait Guillaume et Jordan pour moi. Je me prends à imaginer le finish sur les Champs-Élysées avec un joli temps. Mais on se déconcentre pas. On entre dans les derniers instants de ces 18 semaines, où le volume de course descend et la concentration commence à monter. Jusqu'ici, tout va bien. Les 2 dernières semaines d'une prépa, ça s'appelle l'affûtage, ou le taper en anglais. Le but, c'est de réduire progressivement l'intensité pour arriver le plus en forme possible le jour de la course. Donc en gros, tu te fais chier. Donc voilà, ce sont les 10 dernières semaines de préparation. Le marathon est à nos portes. Donc là, c'est une petite sortie tranquille. De toute façon, c'est que des sorties tranquilles. On commence à s'imaginer un peu sur la ligne de départ. Enfin, du moins, moi, je fais ça. J'ai envie de faire la préparation mentale et ne pas craquer comme j'avais fait sur les prépas précédentes dans les dernières semaines. Donc objectif, faire 2 bonnes dernières semaines et commencer à verrouiller un peu le mental, c'est-à-dire à s'habituer à faire des choses dures, faire gaffe à la bouffe, pas d'alcool, bon sommeil. Comme un compétiteur, on va faire un bon temps et on passera au challenge après. Petite journée avec un beau temps, c'est une petite endurance fondamentale de 30 minutes de toute façon. On fait plus grand chose là, le but c'est d'arriver frais. Je suis assez content des runs de la semaine dernière parce que j'avais des jambes et j'ai pas forcé, j'ai pas essayé d'aller plus vite que ce qui était prévu malgré la bonne forme. Donc là, je sors vraiment pour courir 30 minutes parce que c'est marqué sur le programme. 30 minutes, c'est vraiment pas grand chose quand tu sors d'une prépa marathon. C'est bizarre ce qui se passe dans la tête d'un coureur à la fin d'une prépa. On a à la fois la fierté d'avoir délivré ces 800 km et en même temps la montée du stress parce qu'il n'y a désormais que quelques jours qui te séparent de cette course que tu imaginais pourtant si loin. T'as passé 4 mois à en parler avec tout le monde, à l'imaginer dans tous les sens du terme et elle prend vie devant toi. Mais j'ai un défi final à relever. Vous savez que la date du marathon colle parfaitement avec celle de l'anniversaire de Kudak. Et on est une boîte qui prend très à cœur les célébrations. On part 3 jours à 60 à Marseille pour fêter les 4 ans de cette aventure de ouf. Mais je peux pas perdre de vue l'objectif. Donc je ne touche pas une seule goutte d'alcool et je vais me coucher les 2 soirs à 23h. Autant vous dire que ça me coûte. Mais je survis à cette dernière embûche. On est à J-2 du marathon, direction Porte de Versailles pour récupérer les dossards. Donc voilà, on profite des derniers instants, la pression commence à monter. Et c'est ce que je disais, c'est que je me sens comme avant le concours HEC. C'est rare, j'avais jamais revécu cette sensation-là, c'est super bizarre. Mais je la reconnais, c'est la même. C'était en 2016, je crois, même. 2024. Et je suis trop content. Ça veut dire que je fais un truc important. Et souvent, c'est le propre d'avoir préparé pendant longtemps quelque chose. Et d'avoir l'échéance qui arrive et qui est surtout le fait qu'elle se joue à un instant T. Au vu de mes performances aux séances test, j'en profite pour avancer mon sas, pour tranquillement viser mon objectif sans me faire ralentir. On est le 6 avril, je vais faire ma dernière séance d'activation. Cette prépa touche à sa fin. L'obstacle n'a jamais été aussi près. C'est un peu émouvant. On repense à tous les efforts qu'on a fournis pendant cette prépa et c'est bizarre parce que c'est toujours la même chose sur les semaines avant les courses. Comme tu es en affûtage, tu cours pas beaucoup, tu mets pas beaucoup d'intensité, donc tu te rappelles plus en fait que tu es un gros runner. Alors cette semaine, j'ai pas fait grand chose. C'était le plan. Hein. Du coup, on fait confiance au plan et on espère que ça va payer sur la ligne de départ demain. Donc voilà, c'est la fin de cette prépa marathon. J'espère qu'elle sera couronnée d'un beau résultat demain. J'ai un peu de tension. Mon objectif, c'est de faire sous les 3,30, c'est le premier objectif, mais le vrai objectif, c'est de faire sous les 3,25. Mon but, c'est juste de ne pas exploser
J'ai pas envie de m'enflammer, je sais que la course va se jouer à partir du 30e. Donc j'ai pas envie d'arriver cuit au 30e, j'ai envie de donner tout ce que je peux. Donc je vais partir en 4,48, sachant que je me suis entraîné sur 4,46 d'allure. 4,48 jusqu'au 20e après. 20e, je regarde comment je me sens. Soit je continue sur 4,48, j'essaie de terminer comme ça, et puis on verra, ça fera déjà un bon temps. Je crois que ça va être sous les 3,25, je suis pas sûr, mais je crois que c'est à peu près en dessous. Soit j'essaie de me mettre sur un rythme moyen de 4,46, donc je rattrape un peu le retard. Et après, je donne tout juste sur la seconde moitié. Dans tous les cas, on sera content. Le but, c'est de le terminer. Je pense que ça fera un peu d'émotion sur la ligne d'arrivée. Et donc, mon programme de la journée, oui. Petite activation, quand même, 30 minutes pour faire tourner les jambes. Ensuite, je vais me faire masser pour être bien détendu. Et après, on va dormir. Dormir et manger plein de glucides, parce qu'il faut faire une recharge glucidique avant la prépa. Donc ça sera la fin. Je pense que c'est le 35e, 36e. Probablement le moment de souffrance le plus intense. Oula. Et on est à la maison, donc derrière c'est le rond-point là du Bois de Boulogne. C'est chez moi. Il faut que je vous parle d'un truc. Ce qui fait le plus peur aux marathoniens, c'est le mur. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant une prépa marathon, tu cours pas 42 km. Ça serait beaucoup trop dur pour le corps et pas la façon la plus efficace de s'y entraîner. Tu te prépares à courir longtemps avec des sorties longues. La plus longue d'entre elles, pour moi, elle a fait 30 km. Même si tu as tout fait bien, tu ne sais pas comment ton corps va réagir après cette borne. C'est pour ça qu'on a coutume de dire que les marathons, c'est 30 km de balade et 12 km d'enfer. On voit régulièrement des coureurs exploser et perdre 1, 2, voire 3 minutes d'allure au kilomètre car le corps ne peut plus avancer. C'est ce qui s'appelle prendre le mur. Heureusement, je suis au courant de la difficulté, donc je sais qu'il ne faut pas partir trop vite. J'ai tenu les allures 4,46 pendant la prépa, donc je vais partir un peu plus conservateur et ça va rouler. Je prépare mon réveil du lendemain et je m'endors paisiblement. Le réveil sonne, j'ai bien dormi, c'est étonnant. Je me sens super bien. Je déroule le plan de la veille parfaitement, c'est l'heure de se mettre en route pour rejoindre les quelques 50 000 autres coureurs qui prendront le départ de cette année. Voilà, je suis content. J'ai plus du tout d'appréhension là. J'ai vraiment envie d'en découdre. Hâte de rouler sur ce marathon. Allez. Let's go, c'est l'heure de montrer ce dont on est capable. Je suis confiant. Je me suis bien préparé, l'affûtage a fait son effet, j'ai les jambes légères comme jamais. Les amis, on est le 7 avril, le tant attendu moment. Je suis équipé comme jamais, petite caméra ici pour vous documenter la course. Je pourrais parler en même temps, faudra pas que j'oublie de l'allumer. 500 ml dans le sac pour faire les premiers ravitaux tranquilles et faire passer les gels. Je vais prendre le premier là. J'ai des bonnes jambes. Je rentre dans le sas dans 15 minutes. Et après, l'avenir nous dira ce qui va se passer. Objectif 3h30, dans un bon jour 3h25. Et le plus proche de 3h20 si jamais il y a une dinguerie, mais on s'enflamme pas. Le marathon commence au 30e kilomètre. Donc avant le 30e kilomètre, rien. Dès qu'on passe devant la tour Eiffel, c'est là où ça commence. Et là où il y aura la tête. Je suis concentré, là pour conquérir, pas pour subir. Qui avait eu cette idée de créer justement des menus en allure en 1998, et bien aujourd'hui c'est repris dans le monde. Les premières foulées sont super. Je veille sur la montre pour respecter mon plan de pas partir comme une balle. Les tout premiers kilomètres passent très bien, c'est normal. C'est pas censé être dur. Regardez-moi ça. Allez, ça fait 2 km. On est à 4,51. Un peu lent, mais c'est comme prévu. On est au Louvre. Je suis à 4,49 de moyenne. C'est un peu plus lent que le plan, mais tranquille, je cours aux sensations. Donc, ça tient, tout se passe bien. Ok les potes, on arrive au premier ravito. On n'en a pas besoin, c'est le moment de tester le premier gel. Allez. À mesure que les bornes s'enchaînent, je sens qu'il y a un truc bizarre. Il y a quelque chose qui va pas. J'arrive pas à accrocher l'allure sur laquelle je me suis entraîné pendant des mois. J'ai la respiration plus lourde que d'habitude et les bonnes sensations du départ ont rapidement disparu. Je pas non plus les jambes pour accélérer plus que ça là. Je pense que je vais rester comme as jusqu'au 30e. Essayer de tenir. Après on verra. Donc on part sur le scénario conservateur à 4,48. On est tellement tôt dans la course que j'y crois pas. Je peux pas être dans le rouge au 8e kilomètre. Il y a un problème, ça va passer.
on arrive à Bastille et je suis cuit. J'allume la caméra car ma famille m'avait dit qu'il serait à cet endroit, mais je les trouve pas. Ça met un petit coup au moral, mais c'est pas grave. On avance, il reste encore 33 km. Allez, on est à Bastille. Allez, on arrive au kilomètre 9. C'est l'heure du deuxième gel. Hop là. Au kilomètre 10, l'information commence à descendre. Je suis obligé de l'accepter, je ne vais pas finir ce marathon en 4,46 du kilomètre. Je suis dépité et toujours perdu. Je comprends pas ce qui se passe. J'essaie de m'encourager pour surtout pas laisser à mon cerveau la moindre once de chance de s'en servir contre moi, mais ça reste très dur. Kilomètre 10, on est un peu en retard. 1 minute. Et je pense que ça va être le rythme de la course. 4,50, 4,49. Ça me semble être mon niveau du jour. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, c'est comme essayer de faire une journée normale après une nuit blanche. Tu te sens faible et les mouvements d'habitude te demandent 10 fois plus d'énergie. Il y a 4 mois, je courais 21 km à 4,45. Depuis, j'ai couru 800 km en plus. C'est pas possible que ça soit aussi dur. C'est la tempête dans ma tête. À l'entrée dans le bois de Vincennes, je vois le chrono qui s'alourdit. Cette sensation de voir les minutes partir à chaque regard sur la montre est terrible. J'ai l'impression que le temps ralentit, que les minutes durent des heures. Je comprends que je suis en train de prendre le mur, mais il n'y a pas de mur au 13e kilomètre. Bon, c'est pas les meilleures jambes de ma vie, mais je suis pas mal non plus. Donc, je vais pas m'enflammer. Ça va jouer au 30e. Je vais essayer de rester sur 4,50. Et quitte à descendre jusqu'à 4,52. Et ça se jouera plus tard. Il y a des difficultés qui arrivent au 15e. Je le savais pas encore, mais le calvaire ne faisait que commencer. Mon ventre s'y met. J'ai un peu vomi dans ma bouche devant Vincennes. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je suis pas au top, mais bon, rien de grave. On continue, 15e. L'arrivée au semi se fait dans la douleur. C'est officiel, je n'ai plus aucun gramme d'énergie. L'addition du chrono est de plus en plus salée. À partir de ce moment, et ce jusqu'à la fin de la course, mon cerveau me dira de m'arrêter tous les 100 mètres. J'ai plus d'eau dans le camelback, j'ai déjà bouffé tous les gels. En fait, il n'y a que la douleur qui progresse. Le problème quand on part plus vite que sa forme du jour, c'est qu'on emprunte des points de vie qui seront plus disponibles à la fin de la course. On est au 25e et des points de vie, j'en ai déjà plus. Mon champ de vision se rétrécit, mes jambes m'avancent plus. Ça sent pas bon et je m'en rends compte. Bon allez, on regarde plus la montre, on donne tout. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je suis venu, pour la douleur. À ce moment, je comprends que non seulement je ferai pas mon chrono, mais que même en ralentissant, je ne vois pas où je vais trouver l'énergie pour finir la course. Je veux pas marcher. De toute façon, je sais qu'à partir du moment où on lâche, on repart plus. Ça me met un coup. Tous ces sacrifices, ces séances atroces, tout ça pour ne même pas avoir la récompense du passage de la ligne. Je prends une claque d'humilité. C'est la dure loi du marathon qui peut transformer un objectif de performance en une agonie pour ne serait-ce que le terminer. Je me sens tellement seul dans cet enfer. Je suis dans le mur. Allez, on tient, 26e. Ce que je sais pas encore à ce moment, c'est que Jordan est en train de vivre exactement le même scénario que moi. Et à en juger par les temps de passage, il souffre autant, voire plus. Il était plus fort que moi pendant la prépa, putain. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors que je m'asphyxie chaque mètre de plus en plus, j'aperçois 2 têtes connues. Guillaume et Paul sont venus me secourir. Je peux enfin vider mon sac. Les voir, ça me redonne un boost. J'ai toujours mal, mais je suis plus tout seul. Le mur entre potes. Pas de jambes dès le début, gros. T'inquiète, ça va aller, gros. T'as rien de détente de fin de course, quoi. Ça donne plus de sens à la phrase que je m'étais préparé à répéter dans ma tête la veille. Cette phrase, c'était « Lead the way ». La raison pour laquelle je suis en train de courir, c'est pour montrer la voie, être exemplaire, pour mes employés, ma famille, mes amis, mes futurs enfants. Je veux pas être ce gars qui abandonne. Là, il y a mes associés. Je peux pas lâcher devant eux, je suis trop pudique. Les tunnels des quais sont une torture. J'ai ni la force pour me reposer dans la descente, ni celle pour relancer dans les montées. J'aperçois la tour Eiffel, censée annoncer le début du vrai mur, celui du 30e. Sans surprise, je le prends aussi.
Allez mon gars, allez. Allez, 34ème. Allez, 8 km, c'est rien. Que dalle, gros. Je commence à sentir une gêne aux 2 quadriceps. J'ai compris plus tard en m'écroulant à l'arrivée que c'était des crampes. Encore une chose que j'avais jamais vécue à l'entraînement. Pour ceux comme moi qui connaissent pas la douleur, c'est comme un couteau qu'on t'enfonce d'un centimètre supplémentaire à chaque kilomètre qui passe. Les crampes dans les jambes sont réelles. Pourtant, je m'étais entraîné à la subir, la douleur. Les runs ballonnés, les sorties longues sous courbature, les fractionnés qui font vomir. Mais là, c'est au-dessus de mes limites. La seule chose qui n'a pas craqué pour l'instant, c'est le mental. Mais les crampes font qu'ils se consument dangereusement plus vite. Et qu'à tout moment, les gens peuvent décider d'arrêter la course. C'est ce qui est en train d'arriver au même moment à Tom, mon autre associé. Un rock mental qui est en train de se faire sauver par le SAMU car ses jambes ont lâché. La team Kudak n'a pas fière allure, mais elle abandonne pas. Allez. C'est là où j'ai subi la mort. Allez. Plus grand chose, 4 km. On va y arriver. Ce que t'as fait ici, gros, ça se résume aux 4 derniers kilomètres là. 4 km c'est fini. Dans 2 km il y a la daronne. Il y a Maë qui va courir jusqu'à la fin. Il y a moi. Trop facile, gros. Jusque dans les derniers kilomètres, je sais qu'il peut m'arriver le même sort que Tom. Oula. C'est normal, gros, c'est trop facile. Allez, 39ème. Allez, gros. Ah, plus de doute, gros, tu vas être marathonien. Pense à ça, pense qu'à ça, gros. J'aperçois ma sœur et ma mère, avec des pancartes pour m'encourager. Je commence à sentir mes yeux qui mouillent. Ça me redonne quelques points de mental. Je peux pas lâcher devant eux non plus. Puis la lumière revient. Après 3h40 d'effort, je réalise que ma tête m'a porté jusqu'aux 500 derniers mètres. Je commence à entendre le speaker. C'est la fin. J'ai trop mal pour apprécier, mais le calvaire est terminé. Allez. On retourne et c'est fini. Félicitations. Je boite difficilement jusqu'à la bâche. C'est le moment que choisissent mes crampes pour m'asséner le coup final. C'est quand tu t'arrêtes que tu comprends ce que t'as infligé à ton corps. Ah, les crampes. Ça devient un calvaire, mais quel enfer. C'était le moment le plus dur de toute ma vie, mais il n'y avait pas photo. Monter une boîte, c'est le truc le plus facile de la terre à côté. Vraiment, c'est cool. Ce que je viens de vivre là, j'ai pris le mur au 10e kilomètre. Bon, cette fierté, parce que là, j'ai pas fait le chrono du tout. J'ai sous-estimé la difficulté du bail. C'était un exercice mental, ce que je viens de faire là, gros, je pensais pas être capable de le faire. Mon estomac se déchaîne. Je vomis pour la 3e et dernière fois de la journée. Mais la douleur est rapidement dépassée par un sentiment que je comprends pas bien sur le moment.
C'est comme un volcan qui bouillonne. Tu réalises où était toute la pression qui s'était accumulée depuis les premiers jours de prépa. Mon volcan à moi, il a explosé quand j'ai vu les t-shirts verts. Le lion a fait son premier marathon. Le lion est content. Bravo les marathoniens. Je l'ai vu. Tu courais. T'étais. Tu voyais. Aujourd'hui, rien ne s'est passé comme prévu. Mais je peux vous dire un truc, c'est que sans cette expérience inattendue, je suis certain que la journée n'aurait pas été si chargée en émotions. J'aurais jamais imaginé ce roller coaster la veille, quand je faisais mon plan. Et c'est ça qui a fait lâcher mes nerfs. En fait, un marathon, ça se vit en 3 fois. Ça commence par la prépa. Vous décidez le prix que vous êtes prêt à payer, vous signez un engagement avec vous-même que vous respecterez le plan. Qu'il neige, qu'il vente, que votre corps vous dise oui ou non. Chaque entraînement est une fusée de plus pour le feu d'artifice du jour J. Ensuite, la course. Il y a très peu de situations similaires où 4 mois de votre vie se jouent sur une journée. Vous décidez que ce jour-là uniquement, vous allez pousser votre corps et votre esprit à leurs limites. Vous pouvez être prêt pour 42 km, mais pas pour l'intensité du jour J. C'est la différence entre écouter un son dans ses écouteurs et un concert. Et jusqu'à hier, je croyais qu'il n'y avait que ces 2 étapes. Mais à ce moment, je découvre que j'ai qu'une seule envie, c'est de célébrer avec les autres. Je réalise que la présence de toutes ces personnes, c'est ça qui donne son sens au marathon. J'ai même pas envie de parler de ma course, juste de pleurer avec ceux qui ont ressenti des trucs ce jour-là, les coureurs et les accompagnateurs. Ça tombe bien, parce que vu ce qui est tombé aujourd'hui, je crois que j'avais pas puisé dans le stock de larmes depuis longtemps. En fait, de base, je suis plutôt un mec solitaire. C'est pour ça que j'ai monté une boîte en remote. Je voulais qu'on me laisse tranquille. J'ai jamais vraiment partagé ce genre d'émotions avec des gens. Je comprends pas pourquoi je pleure, mais je sais qu'il y a quelques litres que j'aurais pas versé si Jordan n'avait pas été là. Je pensais que je voulais être meilleur que lui, et je réalise qu'en vivant ensemble, on s'est juste rendu meilleurs l'un et l'autre. On peut être fiers de nous. Et voilà, c'est une expérience tétanisante mais mémorable. Je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Voilà. Et je pense que c'est ça la leçon du marathon. C'est que c'est une course qui te sort de toi-même. L'émotion est tellement forte qu'elle n'est pas faite pour être portée tout seul. Un marathon avec dossard, c'est les conditions dont tu as besoin pour aller au bout de toi-même. Tu peux pas le reproduire en allant courir 42 km, même si tu suis exactement le même tracé. Tu dois prendre l'émotion de la course, qu'elle te fasse te dépasser ou exploser. Après quelques jours, j'ai eu le temps de faire redescendre les émotions. Et je voulais vous parler de l'après, parce que ça fait bizarre. Quand t'as vécu un panel d'émotions si intense, tout le reste semble un peu fade. Et j'ai pas envie de combler le vide avec un nouvel objectif. Mais j'ai compris ce que je veux faire de ma vie. Sacrifier. Du temps, de l'énergie, de l'argent. J'ai envie de fournir les efforts qui donnent accès aux expériences qui sont pas sur le menu. Celles qui sont cachées derrière la souffrance, la peur, l'ennui, etc. Finalement, c'est ça que t'achètes avec un dossard pour le marathon. L'éternité. Et si je vous fais ce documentaire, c'est pour rendre au monde ce que mes potes et certaines vidéos YouTube ont fait pour moi. C'est pas une invitation à faire un marathon, ni même à aller courir. Juste à faire des trucs durs avec des gens. Et c'est peut-être aussi pour ça que je prends autant de plaisir à monter ma boîte. Donc faites-vous des promesses, vivez des trucs forts. Et si vous êtes sur la ligne le 13 avril 2025, sachez qu'on y sera ensemble. J'y serai pour vivre une expérience supplémentaire, savoir ce que c'est de finir une course en ayant atteint son objectif de temps. C'était le marathon de Paris 2024, vu par mes yeux. À la prochaine. Donc j'ai pris une leçon d'humilité aujourd'hui. Et après, quand tu partages. Allez. Donc, quand tu réalises que t'as réussi, Mm-hmm.